Rebonjour, donc vous êtes de nouveau avec nous, le PETR du Doubs Central, dans le cadre du festival alimentaire, euh, avec après ce merveilleux documentaire qui, euh, qui nous donne des recettes pour un monde meilleur. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je suis avec différents intervenants qui répondront à nos questions ce soir. Alors, nous avons Raphaël Collet qui doit être avec nous. Ou alors, on va passer tout de suite à Julie Girard qui est là et qui est donc de l'interprofession Interbio Franche-Comté et qui est animatrice du groupement des agriculteurs bio du territoire de Belfort. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Ça fonctionne. Très bien. Et donc, Fernand Coton également, qui est avec nous. Vous m'entendez? Bien, bonsoir à tous. Bonsoir, qui est du collectif Bouge tes chaînes pour la valorisation des produits locaux sur le secteur Rougemont-Cubriel, principalement. Et nous avons Raphaël Collet. Bonjour. Si vous êtes là, on vous entend déjà. Voilà. Bonjour à tous. Est-ce que l'on vous voit? Super. Bonjour. Je ne sais pas si on vous voit. Bon, en tout cas, je pense qu'on vous entend, donc on vous donnera la parole tout à l'heure. D'accord. Et puis, nous aurons également Thomas Vigreux, président du PETR du Doubs Central, qui aura donc la charge de conclure cette soirée. Bonjour à tous. Voilà, ça marche. Parfait. Donc, merci à tous d'être ici. Alors, avant de commencer l'échange, je vous rappelle que vous pouvez réagir et poser vos questions sur le chat en bas de l'écran. De votre écran. Voilà, Gwendoline sera là pour vous répondre et puis remonter vos questions à nos intervenants. Et puis je m'adresse déjà à nos invités de ce soir pour recueillir vos premières impressions, on va dire, sur ce documentaire. J'ai envie de reprendre les premiers mots de Johan Rockstorm qui nous dit nous sommes la première génération qui sait et la dernière qui peut agir. Et il invite à une révolution alimentaire. Alors, est-ce que vous sentez cette urgence d'agir dans vos différentes positions? Et est-ce que vous pensez que nous sommes prêts pour une révolution alimentaire? Qui répond? Fernand, je vous lance. Allez, Fernand, notre collectif, oui, on est parfaitement conscient des problèmes créés globalement par la mauvaise alimentation, mais aussi le réchauffement climatique, les deux étant liés. Le réchauffement climatique, je l'illustrerai simplement aujourd'hui quand je suis allé me balader, il faisait 18 degrés, soit 8 degrés de plus que la température moyenne. À Cubrial, il y a 20 ans, on trouvait facilement 15 à 20 centimètres de neige, et il y a 40 ans, il paraît j'ai rencontré une dame qui m'a dit, quand j'étais gamine, j'allais skier à Cubry, au château. Voilà, donc l'urgence, il est vraiment grand temps, et puis je me permettrai de rappeler le Doubs qui a été complètement à sec il y a 2 ans, et puis ça s'est renouvelé cette année, quoi. Voilà, donc je sais pas si ça répond à votre question. Donc oui, on est conscient de tous ces problèmes, quoi. Et vous pensez que les gens sont prêts pour une révolution alimentaire? Plus les gens que les pouvoirs publics, oui. Ouais. Plus les gens parce que on essaye dans notre collectif d'informer les gens et puis oui, les gens ont envie que ça bouge, mais nous pensons qu'il y a vraiment comme ça a été dit dans le film d'ailleurs,
non-réception du message par les pouvoirs publics, quoi. Voilà. Il faut Je du dirais, temps. pour illustrer ça, je dirais que la Convention citoyenne qui avait émis des très bonnes idées, ces 150 citoyens tirés au sort pour faire des propositions pour répondre à l'urgence climatique, eh bien maintenant ils font paraître une petite vidéo sur Internet en disant bah, Monsieur le Président, agissez, parce que depuis ça bouge pas, quoi. Voilà. Mm. Donc voilà, bon, je pense que j'ai répondu là. Ouais. Oui, ben oui, oui, c'est les premières impressions. Julie Girard, peut-être aussi, ta réaction à tout ça? Alors oui, bien sûr, cette urgence, on la ressent, je pense, au quotidien. Euh, on a vu des exemples dans le film, mais on a vu ces derniers mois aussi des forêts qui brûlent en Amazonie ou en Californie. C'est des images qui sont, je pense, hyper fortes, mais ça reste des exemples qui sont lointains et qui sont pas forcément palpables. Et après moi, dans le cas de mon boulot localement, je me rends compte en discutant avec les paysans qu'il y a il y a une réforme d'angoisse en fait. Il y a les paysans se posent des questions sur leur travail, sur les pratiques qui sont remises en question avec le changement climatique. Là, ces 3 dernières années, on a eu quand même on a eu 3 années de sécheresse. Et moi, je ressens cette angoisse. Alors, bon, je ne dis pas que tous les paysans sont au bord du craquage, mais en tout cas, faut pas qu'il y ait de tabou. Donc, c'est pour ça que je le dis aussi ce soir. Et je voulais juste revenir sur, je crois que c'est important de réfléchir au terme de paysan, parce que dans paysan, on entend plusieurs choses. On entend le pays, on entend le paysage. Et en fait, les producteurs ont vraiment un impact énorme sur nos vies, que ce soit dans la manière dont ils façonnent nos paysages, ou tout simplement ce qu'on retrouve dans nos assiettes. Et, euh, et moi, je me rends compte en discutant avec eux qu'on est vraiment face à des paysans, en fait, des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui ont comme plein d'autres métiers, hein, mais c'est des gens qui vont travailler la terre, qui vont travailler le vivant, et je pense que c'est vraiment important de les écouter et puisque je dirais pas que les paysans sont des indicateurs, mais eux voient tous les jours l'impact du changement climatique sur leur métier et c'est important de les écouter aujourd'hui, quoi. C'est sûr. On y reviendra justement aussi hein, sur comment notre changement alimentaire peut avoir un impact aussi sur leur vie quotidienne, leur économie et leur agriculture. Raphaël Collet également un retour sur sur alors le documentaire et puis sur cette urgence aussi. Est-ce que vous la sentez? Raphaël Collet qui est donc nutritionniste aussi, hein, donc c'est un autre regard également. Oui, on la sent avec beaucoup de demandes pour justement faire une transition. Vous m'entendez? Oui. Je pense. Donc pour faire une transition au niveau personnel de son alimentation vers moins de viande, des produits de meilleure qualité, puis déjà donc pour soi, pour sa santé, avec quand même une vision globale. Et j'y pensais, du coup aujourd'hui j'ai eu 2 jeunes filles en consultation, dont une qui fait partie d'un collège, le collège Victor Hugo à Besançon, qui fonctionne avec des produits locaux, donc un collège public. Donc je trouve que c'est une bonne nouvelle, on en a tous les jours, c'est en train de changer, le festival alimentaire en fait partie, donc non, je vois qu'il y a de plus en plus de changements. Le confinement a permis à beaucoup de personnes de se poser des questions. Et puis on voit que c'est une urgence, en effet. Et selon vous, alors, quels seraient les leviers qu'on pourrait actionner pour ce changement? Eh bien, il n'y a pas de miracle, que ce soit pour notre santé ou la santé de la Terre. C'est d'avoir des produits dont on peut mesurer en rencontrant justement les paysans ou des intermédiaires qui sont leur porte-parole. En ayant des produits de qualité et du coup de proximité, donc des produits qui n'ont pas voyagé, et en ayant en faisant marcher notre gastronomie locale qui fait partie de notre culture aussi. Donc c'est un tout et on le voit, si on fait de l'activité physique au milieu des voitures, c'est pas bon. Si on a du bio sous plastique qui a voyagé, c'est pas bon. Et on s'en rend compte.
On s'en rend compte. Et puis c'est un bonheur de faire son marché, de cuisiner. Et donc je pense qu'il faut faire que ça doit être un plaisir de ben, justement d'agir. Voilà. C'est une bonne phrase. Ça doit être un plaisir d'agir. Fernand Coton, En coton, vous voyez les leviers, quels leviers on pourrait actionner selon vous? Quels sont en tout cas les ben, principaux, ben, les premiers à faire? ouais, ouais, enfin, l'idée qui me vient spontanément, c'est de dire, ben, on a 160 personnes qui sont avec nous, là. Eh ben, chacune de ces personnes, est un levier, hein, puisque je crois que c'est Monsieur Ducasse le disait dans le film, là. Il faut refuser de consommer, c'est un acte politique. Donc, c'est vrai que si on refuse de consommer tous ces produits qui sont à la fois néfastes à notre santé et puis dont on n'approuve pas les entreprises qui les produisent, eh ben ça peut changer les choses, quoi. Hein. Et c'est pas le seul levier, mais il y a au moins celui-là, quoi. C'est celui-là, c'est celui qui a notre pouvoir en Voilà. tout Et cas. il y a une personne, si j'ai une minute de plus là, que les anciens ont connu, c'était Coluche, hein, qui était pour les jeunes, c'était un humoriste qui a quand même créé les Restos du Cœur, qui est à l'origine de ce qu'on appelle la loi Coluche, ou on surnomme la loi Coluche, c'est ce qui permet que quand vous donnez, par exemple, 30 euros à une association, vous en déduisez 20 de vos impôts. Il disait une chose tout à fait simple. Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça se vende pas. Voilà, donc c'est dit d'une manière beaucoup plus simple, mais je trouve amusante. Et donc les consommateurs ont un pouvoir énorme. Et puis on parlera tout à l'heure un peu de notre collectif et on a le souci de, comme le Doux Central, c'est pour ça qu'on est ravis d'être avec vous, d'informer les gens. Voilà. Tout à fait, merci, on y reviendra tout de suite. Julie aussi, selon toi plutôt, quels seraient les leviers principaux qu'on pourrait actionner en tout cas pour ce changement? Je rejoins les autres intervenants. Effectivement, les consommateurs ont vraiment un poids, hein. C'est pour ça que depuis plusieurs années, on entend parler du terme de consommateur. Je pense que effectivement, quand on va faire ses achats, il faut y aller aussi en prenant du recul. Après, je pense que tout ne réside pas sur les épaules du consommateur. Toutes les solutions à la crise environnementale, elles sont pas dans le portefeuille du consommateur. Euh, mais je pense que l'idée, c'est que les consommateurs se mobilisent et s'impliquent plutôt dans le fait de mettre un peu la pression aux élus, au pouvoir public pour demander et marteler même, je dirais, jour après jour, ce qu'on veut et ce qu'on exige. Et je pense qu'il faut insister sur le terme exiger. On est vraiment, on peut représenter une grosse masse de personnes, enfin toute la société civile. Si demain on va exiger d'aller vers une agriculture résiliente, une société résiliente, une souveraineté alimentaire, ça peut avoir beaucoup de poids. Merci. Du coup, on voit un certain nombre d'initiatives dans le film qui sont très concrètes. Vous êtes ici ce soir aussi parce que vous êtes des acteurs de ce changement et de cette transition alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les projets que vous portez? Alors, juste Julie, puisque du coup tu termines, tu vas reprendre, parce que c'est vrai qu'au niveau régional et départemental, donc c'est intéressant, on a différentes échelles aussi avec nous ce soir. Donc, si tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites à l'échelle régionale et départementale. Oui, donc moi je travaille chez Interbio-Franche-Comté, c'est un organisme interprofessionnel de développement de l'agriculture bio. Juste avant de parler de l'échelle franc-comtoise, je pense que c'est important aussi de parler du réseau. Donc en fait, on fait partie du réseau bio national français qui s'appelle la Fédération nationale de l'agriculture bio. Et je vais en parler parce qu'en fait, on fonctionne par échelon, c'est-à-dire que ce qu'on appelle donc la FNAB, la Fédération nationale, euh, va travailler plutôt dans l'inclusion de l'agriculture biologique dans les politiques publiques pour qu'on ait un maximum de visibilité et pour qu'on puisse vraiment aller vers une reconnaissance de la bio dans la législation agricole. Par exemple, la FNAB va aller rappeler aux pouvoirs publics leurs engagements dans l'agriculture bio. Et les pouvoirs publics s'étaient notamment engagés à ce qu'il y ait 15% de ce qu'on appelle la SAU, c'est la surface agricole utile
qui soit bio. Donc, les pouvoirs publics avaient demandé à ce qu'il y ait 15% de surface agricole utile en 2022. Donc là, en 2019, on était à 8,5%. Donc ça, c'est un des rôles du réseau bio, c'est d'aller de rappeler les engagements et de continuer à défendre les agriculteurs bio au quotidien. On va aussi travailler sur le cahier des charges, etc. Et au niveau franc-comtois, l'objectif d'Intal de Franche-Comté, c'est d'accompagner les agriculteurs au quotidien dans leur travail, dans leur pratique agricole, et de sensibiliser le grand public à l'agriculture bio, finalement, qu'est-ce que c'est, quels sont les facteurs, quels sont les impacts, etc. Pour ça, on a plusieurs leviers. On a déjà ce qu'on appelle un peu la structuration des filières. Donc, pour donner un exemple très concret, on a réussi à mettre en place une filière de bière locale. Donc, on fait les semis, des céréales, le maltage, le brassage en Franche-Comté. On a aussi, par exemple, des groupes techniques de maraîchage, enfin, pour les maraîchers, en fait, pour qu'ils s'adaptent, en fait, à tous ces changements. D'un point de vue aussi toujours technique, on va accompagner les éleveurs laitiers dans la réflexion pour optimiser leur surface en herbe pour qu'elle soit, donc, que tout soit fait dans le local et que les éleveurs soient pas amenés à importer du soja qui va venir d'Amérique du Sud. Et puis, on va aussi travailler sur la sensibilisation, comme je disais, du grand public. Pour ça, on va aller faire des interventions dans les collèges. Donc, tout ça, c'est pour expliquer ce que c'est l'agriculture bio, à travers des jeux, etc. On va aussi mettre en place ce qu'on appelle des défis FAP, c'est des défis foyer à alimentation positive. Donc là, on était censé le lancer, mais malheureusement, avec le confinement, on a dû décaler au premier trimestre 2021 en espérant que ça voit le jour. Mais l'objectif, c'est d'accompagner des publics à manger plus bio à budget constant. Et c'est souvent des publics précaires qui n'ont pas forcément l'habitude, pas forcément le public qu'on retrouve en fait. Et là, l'objectif, c'est de montrer l'agriculture bio, elle peut être accessible à tout le monde et on va aller vers une démocratisation de la bio. Et pour ça, il faut mettre en place des outils parce que on peut pas leur dire juste aller dans un magasin spécialisé bio, mais on va apporter des cours de diététique, des cours de cuisine, on va expliquer ce que c'est une AMAP, donc une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. On travaille aussi un peu, c'est ce qu'on a vu dans le film, sur la restauration hors domicile. Donc là, l'objectif, c'est d'accompagner des gestionnaires et des cuisiniers dans l'approvisionnement de produits bio et locaux. Et pour ça, pareil, il faut apporter des outils. Donc, on va partir sur des formations. Donc là, on travaille avec des collectifs comme le collectif Les Pieds dans le Plat qui va former ces cuisiniers. Et vraiment au niveau départemental, donc là, c'est le GAP, c'est le groupement des agriculteurs bio du Doubs et du territoire de Belfort. Là, j'ai un exemple très concret et très actuel. C'est que la plupart des marchés de Noël sont fermés à cause de la crise sanitaire. Sauf que du coup, les producteurs ont un souci pour écouler les producteurs qui ont l'habitude d'aller sur ces marchés ont vraiment un souci pour écouler leur stock. Et là, le GAP va répondre en mettant en place des paniers garnis de Noël. Voilà. Et le dernier exemple que j'ai et qui va se mettre en place avec le Secours catholique, on va mettre en place des paniers solidaires. Donc l'idée, c'est de pouvoir de la même manière apporter ces produits qui sont de qualité, qui ne sont pas réservés à une élite, mais comme on l'a vu dans le film, en fait, tout le monde a le droit de manger des produits sains et de qualité. Donc on va mettre en place ces paniers solidaires. Donc en fait, le rôle aussi du réseau bio, c'est de continuer à développer ce maillage associatif, de travailler avec d'autres structures ou d'autres associations ou des partenaires institutionnels qui ont les compétences et tous ensemble de réussir à développer des initiatives qui vont pouvoir améliorer tout ça. Ok, merci. Merci Julie. Raphaël, du coup, vous pouvez aussi nous en dire un petit peu plus sur vous aussi la manière dont vous agissez dans votre pratique en tant que nutritionniste, comment vous participez aussi à ce changement dans cette transition alimentaire. Alors oui, moi je suis intervenue par le passé pour mettre du bio dans les Restos U, ce qui était un projet pilote à Montpellier. Mais c'est vrai qu'on est tombé sur un os avec des marchés qui avaient déjà été signés dans notre dos. Donc quelqu'un
n'avait pas envie de s'embêter et qui a fait marcher les mêmes fournisseurs, malheureusement qu'on dit traditionnels. Donc, ben là-dessus, moi, j'interviens en tant que conseillère, consultante pour la restauration collective. Donc là, ici sur la région avec Fontaine Saveur. Donc pour la formation justement des cuisiniers à faire des steaks végétaux mais de qualité. On sait qu'il y a eu une affaire avec le magazine 30 millions de consommateurs sur la mauvaise qualité justement. Alors que là, c'est le contraire. Quand on travaille sur la diététique, on travaille sur le goût. Et le goût, ce qu'on ressent à travers le goût, c'est notre corps qui émet une récompense, le plaisir, récompense on lui apporte pour avoir été nourri de ce dont il a besoin. Et on se rend compte que le bio, ou je dirais pas le bio, je vais dire une tomate qui a poussé avec du soleil, en prenant le temps, avec un bon terreau et en n'ayant pas attendu dans des chambres frigorifiques pendant 2 semaines, va mieux nourrir. Et donc, c'est peut-être un tout petit peu plus cher, mais quand on regarde le prix aux nutriments, c'est le même. Tout comme quand on regarde un produit transformé, du coup moins cher, s'il est 2 fois moins cher, on remarque qu'il y a 2 fois moins de protéines. Donc du coup, on pense à manger en quantité, ce qui est un réflexe d'économat. Si on a très peu d'argent en fin de mois, on va acheter que des produits très caloriques, justement pour assurer ce besoin qui est depuis la naissance de l'homme, qui est de survivre, quoi. Donc là, on parle plutôt d'avoir une alimentation qui nous fait du bien, qui nous protège, pas seulement de l'énergie. Et c'est là où justement les magasins biologiques sont notre outil de travail, les diététiciens, parce que c'est là où on peut trouver des produits qui couvrent nos besoins, alors que dans les supermarchés, on ne trouve pas justement toute la variété qu'on a en graines, en farine complète, en aliments qui apportent vraiment des choses vitales et fonctionnelles. Voilà. Donc, voilà, moi, comment j'aide, j'accompagne sur le plan et de la compréhension de notre corps et puis de comment faire en pratique. En trouvant des aliments de qualité qui nous conviennent, voilà, en fonction du terrain et des moyens, etc. Donc c'est là où on adapte des recettes et où on a besoin d'informations et de pratique aussi. C'est sûr. Voilà. Merci. Je donne la parole alors à Monsieur Coton dans 1 minute, mais juste peut-être Gwendoline, un petit retour sur les premières questions du chat. Oui, oui, Béatrice. Alors, oui, il y a 2 questions. Alors, plusieurs questions qui reviennent sur le prix du bio. De savoir si effectivement le bio est plus cher, moins cher que une alimentation conventionnelle, comme il est dit dans le film. Et puis une question sur le goût du bio. Donc je dirais peut-être une question sur le prix du bio, peut-être pour Julie Girard, et puis sur les qualités gustatives, peut-être pour Madame Collet qui vient de prendre la parole. Julie. Oui. Alors cette question du prix du bio, je pense qu'elle revient souvent et c'est normal. En fait, je pense que si on veut s'inscrire dans cette démarche de résilience dont je parlais tout à l'heure, ça va prendre en question ça va remettre en question beaucoup de choses en fait dans la vie d'un foyer. Je pense que c'est une question qui est en fait super globale. Effectivement, manger bio, ça peut demander d'augmenter son budget alimentation. Mais ce qu'on apporte aussi, notamment dans le défi FAB dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des outils. Et ça va être travailler plus la matière première, ou comme Raphaël vient de le dire, on va avoir dans une tomate bio, par exemple, on trouvera peut-être plus de vitamines que dans une tomate qui a poussé hors saison et hors sol à l'autre bout du monde et qui est venue en camion réfrigéré, etc.
Donc là, c'est même sans parler de l'impact écologique, hein, je parle vraiment de l'impact nutritif. Et puis Raphaël, vous pourrez me corriger si je dis une bêtise, Oui. mais il y a tous ces aspects-là. Et je pense que effectivement, l'agriculture, enfin les produits bio peuvent, quand on va dans un magasin spécialisé, paraître plus cher, mais il y a plusieurs choses qu'on peut pour pouvoir pallier ça. Je pense que l'intérêt, c'est peut-être d'acheter des produits bruts et de davantage de les cuisiner plutôt que d'acheter des produits transformés, des produits transformés. Et et il y a aussi, mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Et il y a aussi en fait un prix lorsqu'on achète un produit conventionnel. Je pense qu'en fait il y a des coûts qui sont cachés et qui sont supportés par les contribuables, mais c'est vraiment tellement diffus qu'on s'en rend pas compte. Mais si vous voulez, dans les produits conventionnels, ce dont on se rend pas compte, c'est qu'on va payer, par exemple, la dépollution de l'eau. C'est-à-dire que euh, pour dépolluer l'eau, si dans l'eau on trouve des produits chimiques et qui auront permis de faire pousser toujours nos tomates, ça peut coûter entre 46 centimes et 80 centimes du mètre cube. Et ça, en fait, on s'en rend pas compte quand on achète notre produit. Et effectivement, quand on va acheter notre produit bio et local, ça va être un produit qui sera propre. Donc voilà, c'est différentes notions, c'est cette sorte de coût diffus et d'avantages cuisinés. Et après, il faut aussi s'interroger, je pense, sur les moyens d'approvisionnement. Il y a donc par exemple les AMAP, hein, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, où on peut avoir des produits qui sont et bio et locaux et qui sont pas plus chers en fait que les produits conventionnels. Peut-être Raphaël, du coup, en réaction également, enfin, on parle de produits bio et locaux. Est-ce qu'il y a vraiment un impact sur la santé? Oui, Oui. oui. Il y a de nombreuses études qui montrent justement qu'il y a jusqu'à 46, je pense que c'est un chiffre assez minime, 46% de plus de polyphénol dans une tomate poussée en bio plutôt qu'une tomate poussée en hydroponie dans un pays, en hiver, par exemple. Donc là, on parle de bio, je dirais plus une tomate qui a poussé en plein champ au soleil Mhm. versus une tomate poussée sous des lumières artificielles en hydroponie. Et on le voit à la couleur, une tomate en hiver et une tomate en été. Et donc là, en effet, le goût va jouer parce que un produit va être riche en tanins, les tanins, c'est ce qui donne la couleur, c'est ce qui est antioxydant, c'est ce qui prévient contre les cancers, contre toutes les maladies inflammatoires. Maladies inflammatoires, il y a l'obésité, il y a le diabète, il y a toutes les maladies rhumatoïdes, etc. Et du coup, notre alimentation en tant que, qui est notre premier médicament, euh, là, je dirais par exemple de faire l'expérience, pas pour changer de la tomate, parce que c'est vraiment au niveau du goût, c'est l'exemple le plus important. Mais vous prenez des carottes d'un petit paysan ou un sac de carottes de supermarché, vous les cuisez de la même manière et vous faites la différence au niveau du goût. C'est flagrant. Même si vous mettez une carotte de petit producteur cachée parmi tout un plat de carottes qui ont poussé du coup plus rapidement, qui ont été stockées, vous êtes capable de retrouver les rondelles de carottes car elles seront plus colorées, elles auront plus de goût et elles seront également plus sucrées. Donc en fait, il y a une différence qui se voit très rapidement et le goût est le témoin de la valeur nutritionnelle. C'est pour ça que le goût est le régulateur de la satiété d'ailleurs. Également. Ouais. Alors, pour justement s'approvisionner en produits locaux et ou bio, en tout cas en produits locaux, tout le monde n'a pas forcément accès à ça, mais il y a des initiatives citoyennes qui se sont mises en place et Monsieur Coton, Fernand Coton, qui est là, enfin, est un des membres du collectif Bouge tes chaînes sur le secteur de Rougemont-Cubrial et c'est une manière justement de permettre aux gens d'accéder à cette alimentation de qualité et en même temps de permettre à des agriculteurs
agriculteurs de vivre peut-être mieux aussi de leur production. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Fernand? Bien sûr. Donc, je voudrais commencer en effet par pouvoir vous présenter cette action là qu'on a mise en place. On a créé ce qu'on appelle un marché dans le petit village de Cubrial, de 120 habitants. Je vous dirai après qui c'est quel est notre collectif. On l'a appelé Bouge tes chaînes parce que on a cherché un symbole qui nous rassemblait les villages et villes à côté, et que Cubrial est réputé pour avoir les plus beaux chênes de la région. Donc ça fait aussi un peu bouge tes chaînes, déchaîne-toi, change tes habitudes, etc. Quoi, voilà. Et puis Bouge ton oignon existe déjà à Rougemont. Oignon, pour ceux qui connaissent pas, c'est la rivière qui passe près de nous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, tous les jeudis à 17h30 sur la place de Cubrial, des producteurs locaux vendent leurs produits que vous avez commandés sur Internet 3 jours avant. Donc, on a les produits de la ferme d'Uzel qui est à quelques kilomètres de chez nous, là, 5 minutes, du fromage, yaourt, etc. On a une maraîchère de Pont-sur-l'Oignon qui vient nous vendre ses légumes de saison. On a deux boulangers, dont une paysanne boulangère, c'est-à-dire qu'elle fait pousser son blé et elle fait son pain avec. On a aussi, j'en oublie peut-être, voilà. Et par contre, s'il y en a qui veulent nous joindre pour cette partie marché, si vous voulez bien, au Doux Central, ce serait de mettre notre flyer sur votre site. Comme ça, ils sauront comment nous joindre. Ça nous fera un peu de pub. Après, pour compléter dans nos activités, on souhaite aussi faire des ateliers. Alors, notre collectif, on l'a créé il y a 1 an. Avec le Covid, on a fait que ça, mettre en place ce marché. Mais on a plein d'autres idées. On voudrait que sur tous les jeudis, souvent le jeudi, on puisse mettre en place une animation dans le genre fabriquer des jeux pour les enfants, des trocs de graines, voilà. Et puis on a aussi d'autres ambitions. On a déjà fait ensemble, parce qu'on s'est connus dans d'autres associations, des soirées débats. Nous aussi, la dernière, on l'avait faite à Villers-Sexel. À côté de ce marché, on a la chance d'avoir un bistrot qui fait sa bière, qui est connu dans la région, c'est la bière à Bichu, là, et on a évidemment choisi une soirée où de faire le marché le jeudi soir, parce que le bistrot est ouvert, donc ça peut agrémenter, te donner un agrément de plus pour les clients. Et puis on a une idée assez forte, c'est de faire ce qu'on appelle un sel. Un sel, c'est un service d'échange de produits ou services. C'est-à-dire que vous avez des chaises qui ne servent plus, vous pouvez les échanger contre autre chose, mais c'est aussi des échanges de services. Par exemple, j'échange 2 heures de jardinage contre 1 heure de cours de maths, voilà. Donc, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre pour mettre en place ce genre de choses, voilà, vous serez les bienvenus. Est-ce que ça peut marcher aussi pour des produits locaux, justement, où j'ai un surplus de production de cerises à un moment donné, j'échange contre un autre denrée éventuellement, puisqu'on est dans l'alimentation? On est ouvert à toute initiative qui va dans le bon sens, hein. Après, pour le moment, on est donc 5 citoyens, je dirais, 5 paysans. Le bénévolat, venez nous aider. S'il y en a qui veulent nous aider, qui nous amènent des idées, à partir du moment où ça va dans le même sens que tout ce qu'on a développé ce soir, on est preneur, bien sûr, d'idées et de coups de main.